Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien de temps en temps faire les antiquaires et dénicher de vieux objets, comme par exemple des vieilles plaques d'immatriculation de voitures américaines ou des vieilles plaques de publicité que l'on peut se servir en guise de déco au mur. Tu vois le genre de plaque en métal là? Bah celle-là. Le plus souvent, même on va dire tout le temps, je n'achète rien. Ce que j'aime juste c'est chiner l'objet et m'imaginer l'histoire qu'il y a derrière. D'ailleurs, ça me fait bien penser que ça fait longtemps que j'ai rien fait. Depuis que je suis au Canada, donc 5 ans. Toutefois, faites attention, on ne sait jamais ce qui se cache derrière un objet. Bonjour, parlons de 10 objets maudits. Nous sommes en 1702 dans la petite ville de Thirsk, dans le nord du Yorkshire, en Angleterre. Et Thomas Busby décide de boire un dernier verre à l'auberge que tient sa femme. Il y entre et trouve son beau-père assis dans sa chaise préférée. Thomas se met alors dans une colère noire et les deux hommes vont se disputer très violemment. Face aux menaces de son beau-père de reprendre sa fille Elisabeth et de rentrer chez lui avec elle, Thomas, dans un excès de rage, saute sur son beau-père avec un marteau à la main et lui défonce le crâne. Thomas sera par la suite condamné à la peine de mort par pendaison la même année, mais avant de mourir, on lui accorde une dernière faveur et Thomas choisira de boire un dernier verre dans son auberge. Tout en étant assis sur sa chaise, il va être pris d'une colère en pointant sa chaise du doigt et en criant qu'une mort subite foudroie quiconque osera s'asseoir sur ma chaise. Il se dit que la chaise est restée dans l'auberge pendant des décennies sans que personne s'assoie dessus, de peur qu'il leur arrive quelque chose. En 1994, un ramoneur va boire un verre dans l'auberge et va voir la chaise libre et s'asseoir dedans. Devant l'assistance qui va être choquée que quelqu'un ose s'asseoir dans cette chaise, après une mise en garde, il va se dire se sentir bien dans la chaise et il va décider d'y rester. Il sera retrouvé le lendemain matin, pendu à un portail, non loin du lieu où a été pendu Thomas Busby. L'enquête conclura un et ça, c'est une histoire parmi tant d'autres. Et vous pourriez même me dire, ouais d'accord, mais c'est une histoire qui remonte à beaucoup d'années, et à l'époque, il y avait beaucoup de croyances. Et vous auriez raison. Le temps passe, cette histoire se fait oublier, du moins pendant un certain temps, car la chaise refait surface durant la Seconde Guerre mondiale. Faisons un bond dans le temps, et nous voilà en 1967, où deux pilotes de la Royal Air Force décident de tenter le sort. Un peu plus tard, leur voiture va heurter un arbre, et bien évidemment, les deux pilotes ne s'en sortiront pas vivants. En 1968, soit un an plus tard, Tony Ancho, qui est un homme qui n'est pas du genre à se laisser impressionner par les légendes, rachète la vieille auberge, mais après plusieurs incidents, ça va l'obliger à revoir rapidement son jugement. En 1970, un homme qui ne voyait là que de vieilles superstitions décide de s'asseoir sur la chaise. Monumentale erreur, car ce même homme décède d'une crise cardiaque dans la nuit suivante. Et il y en a plein d'autres, mais je vous en cite une petite dernière. La femme de ménage qui passait la mop glisse et tombe malheureusement sur la chaise. Là, vous me voyez arriver gros comme un avion. Quand t'as pas de chance, t'as pas de chance. Elle va décéder peu de temps après d'une tumeur au cerveau. Tony Ancho, ne voulant plus prendre de risques, décide de se débarrasser de la chaise et de l'offrir au musée de la ville de Thirsk. Depuis ce jour, la chaise maudite de Thomas Busby est accrochée à 2 mètres de hauteur pour ne pas qu'un malheureux accident arrive ou que d'autres plaisantins tentent leur chance. En 1955, James Dean veut s'acheter une voiture de sport. Il va en premier temps commander une Lotus Mark X, mais en passant devant la vitrine d'un concessionnaire, va avoir un coup de foudre pour cette petite voiture conçue pour la compétition, une Porsche 550 Spider qu'il va décider de nommer Little Bastard. Comme James est fan de voitures et de vitesse, il décide donc de participer à une course en Californie. Nous sommes alors le 30 septembre 1955 quand James Dean et son mécanicien Rolf vont en direction de la compétition automobile de Salinas. Voilà quelques heures qui roulent sur les routes californiennes et ils arrivent au croisement de la localité de Colame. À ce moment-là, un étudiant de 23 ans du nom de Donald Turner Speed arrive en face au volant d'une Ford Custom Sedan, prend le virage du croisement, coupant la priorité à James et à Rolf. Le choc va alors être tellement violent que Rolf va être projeté hors de la voiture et va avoir des blessures à la mâchoire, à la hanche et au fémur. James Dean aura moins de chance car il va être tué sur le coup. Il n'a alors que 24 ans. Après l'accident, l'épave de la voiture va être revendue à deux médecins déjà possesseurs du même modèle. Ils vont racheter des pièces, un la transmission et l'autre le moteur. Mais quelques semaines plus tard, ils vont faire une course qui va mal tourner puisqu'ils vont faire une sortie de route. Le premier va décéder et le second sera grièvement blessé. Mais la chose la plus mystérieuse est le jour où elle était transportée de Miami à Chicago et à l'ouverture du conteneur, plus de Little Bastard. Visiblement, on est toujours à la recherche de la voiture encore aujourd'hui. Est-ce un mythe, une réalité, un vol? C'est la grande question. Nous sommes en Pologne en 1890 quand la future propriétaire de la boîte de D-Book voit le jour. Bla bla bla, son enfance, on n'en sait rien. Plus tard, elle se marie et fonde une famille. En 1940, la Seconde Guerre mondiale arrive et le destin du foyer change. Ils sont tous envoyés dans des camps de concentration. Elle sera la seule de toute sa famille à survivre à tout ça et part se réfugier en Espagne où elle va acheter la fameuse boîte à vin. À la fin de la guerre, elle émigre aux États-Unis et refonde une famille. Elle emportera avec elle que 3 objets, une malle, une boîte à couture et sa petite boîte à vin. Les années passent, la dame est devenue âgée et elle est sur le bord de mourir. Mais elle insiste
pour être enterré avec sa boîte à vin. Pour la famille, ça va à l'encontre de leurs coutumes, ils vont donc refuser. En 2001, ils organisent une vente aux enchères. Kevin Manis, un antiquaire de Portland dans l'Oregon, y participe et tombe en fascination devant la vieille boîte à vin qu'il va acheter pour 27$. Une fois son achat fait, la petite fille de la défunte lui raconte qu'il vient d'acheter la boîte à 10 books et lui explique que sa grand-mère gardait toujours ce coffret dans sa salle de couture, fermé à double tour. Il lui demande ce qu'il se trouve à l'intérieur et elle lui répond: un 10 book. Ok, mais c'est quoi un 10 book? Je vous explique. Un Dibuk, c'est une figure de la mythologie juive kabbalistique désignant un esprit ayant la capacité de prendre possession d'un corps. Il peut s'agir selon la légende d'une personne décédée ou d'un démon, mais dans les deux cas, les conséquences sont désastreuses. La personne habitée devient folle, irrationnelle, vicieuse ou corrompue, et en proie à de nombreux problèmes de santé ou une malchance chronique. En gros, une malédiction. C'est pour ça que la vieille dame répétait à son entourage que le coffret ne devrait jamais être ouvert au risque de libérer l'esprit maléfique qui s'y trouve. La boîte est fermée par un loquet en métal sur lequel est accroché un cadenas. Mais Kevin décide une fois rentré dans son échoppe de forcer le cadenas. Kevin. Les portes de la boîte s'ouvrent toutes seules et à l'intérieur il découvre un penny de 1928, un autre de 1925, une sorte de calice doré et un chandelier à la forme étrange avec des pieds en forme de poule. Et dans le fond de la boîte, le mot Shalom est gravé en hébreu sur une petite stèle à côté de 2 mèches de cheveux blonds et bruns. Une fois la boîte ouverte, Kevin doit s'absenter et laisse les commandes de la boutique à sa vendeuse, Jen. Comme c'était une journée pas mal tranquille, Jen, qui se faisait chier, pour combler son ennui, décide de faire du rangement au sous-sol. Elle va alors ressentir comme une présence qui l'observe, et au moment où elle remonte, elle entend un bruit sourd et soudain, la lumière qu'elle venait d'éteindre se rallume brusquement. Du verre se fracasse, et une chaise se renverse. Terrifiée, Jen s'empresse de joindre Kevin, qui lui explique ce qui vient de se passer. Inquiet, il retourne à sa boutique, voit que les grilles qui mènent au sous-sol sont fermées, les ouvre, essaye d'allumer les lumières, mais les ampoules ont tout éclaté. Il attrape une lampe torche et voit les dégâts. Il ressent aussi une odeur pestilentielle qui se dégage des lieux, voit Jen qui se tient debout, immobile, les yeux larmoyants, et en une fraction de seconde, elle remonte les escaliers, quitte l'échoppe et n'y remettra plus jamais les pieds. Quelque temps plus tard, Ida, la mère de Kevin, se rend à la boutique de son fils. Kevin décide pour l'anniversaire de sa mère de lui offrir la boîte à vin. Il s'absente un moment pour répondre à un coup de fil et Ida observe la boîte, quand soudain elle est prise par un malaise et son visage se paralyse. Kevin, qui voit sa mère qui semble incapable de parler, va donc appeler une ambulance qui les conduira à l'hôpital, où les médecins lui diront qu'elle a été victime d'un AVC. Quelque temps plus tard, la mère de Kevin, qui ne pouvait toujours pas parler depuis son AVC, va lui marquer sur un morceau de papier: I hate my gift. Je déteste mon cadeau. Il essaye alors de refourguer la boîte à sa sœur, qui lui rendra quelques semaines plus tard. Idem pour son frère. Au final, il la donnera à sa petite amie, qui après quelques jours lui supplie de la vendre. Finalement, il la mettra au fond du sous-sol de la boutique. Par la suite, Kevin commence à faire des cauchemars et voit des personnes de confiance se transformer en sorcières ou en démons, le lacérant à coups de griffes. À son réveil, il remarque des contusions sur son corps et se rend compte aussi que toutes les personnes qui dorment chez lui font exactement les mêmes rêves. Kevin à force pense devenir fou et il commence à apercevoir une ombre dans les coins de sa boutique, commence aussi à sentir des curieuses odeurs comme des fleurs de jasmin. Excédé, il décide de mettre la boîte en vente sur eBay. Il ne ment pas et écrit la boîte comme une boîte à 10 books, une boîte possédée. C'est Brian Grubbs qui en devient alors le propriétaire en mai 2003, un étudiant qui n'est pas adepte de l'occulte, mais qui n'en reste pas moins intrigué par l'objet. Chez lui aussi, les phénomènes étranges se succèdent, son colocataire devient chauve et paranoïaque, et plein d'autres choses. Une fois de plus, l'objet atterrira sur eBay. En février 2003, Jason Axton, qui est conservateur de musée, va acheter la boîte à vin pour 280$. Il y dira, après examen, qu'il n'y trouve rien d'anormal. Cependant, quelques jours plus tard, le matériel informatique du musée tombe en panne et les employés vont tomber malades les uns après les autres. Jason prend donc la boîte chez lui. Grave erreur. Les cauchemars, les problèmes de santé et les ombres noires commencent à se manifester. Il rentre en contact avec Rebecca Edery, une comptable juive de Brooklyn, dont le père était expert en Kabbale. La Kabbale étant de la magie exotérique et de l'occultisme. Elle explique que pour mettre fin à la malédiction, il faut enterrer la boîte dans un cimetière juif et réaliser une prière collective. Jason reprend contact avec Kevin, qui à son tour retrouve et contacte la famille qui lui a vendu la boîte. Un vrai bordel. C'est finalement une cousine de la famille de la première propriétaire qui lui raconte comment la boîte à 10 books est née après une séance de Ouija. Un esprit malveillant était venu leur parler à travers la planche et elle l'avait enfermée dans la boîte selon un rituel spécifique. Forcément, Kevin, en ouvrant la boîte, avait libéré l'esprit qui était emprisonné. Kevin. Jason prit contact avec plusieurs rabbins et après de longues recherches et de nombreuses prières, le coffret fut définitivement scellé à nouveau et la boîte serait conservée par Jason dans un endroit secret. Les Maoris sont des guerriers de la Nouvelle-Zélande, un pays qui se trouve à l'est de l'Australie. L'histoire de ces masques est très courte mais aussi très fascinante.
Les Maoris sont connus pour sculpter leur visage avant de partir en guerre, et leur croyance raconte que les guerriers qui perdent la vie sur le champ de bataille laissent leurs âmes dans ces masques, ce qui les rendrait maudits. Alors, on dira qu'ils sont Tapu. Tapu est la force la plus forte de la vie Maori, il y a de nombreuses significations et de références. Le Tapu peut être interprété comme sacré ou défini comme une restriction spirituelle contenant une forte imposition de règles et d'interdictions. Une personne, un objet ou un lieu qui est tapu peut ne pas être touché ou dans certains cas même pas être approché. En ce qui concerne les masques, il serait tapu pour les femmes qui sont en pleine menstruation ou enceintes, car c'est à ce moment-là qu'elles sont le plus vulnérables. Ça, c'est Annabelle dans le film. Et ça, c'est Annabelle dans la vraie vie. Laquelle des deux fait le plus flipper? On est d'accord pour dire que c'est celle-là. Et pourtant, c'est la plus inoffensive. Alors que celle-là, je vous raconte. Nous sommes dans les années 70 et une mère de famille décide de faire un cadeau à sa fille Donna, qui a une vingtaine d'années. Elle part donc faire une brocante à la recherche d'un objet qui pourrait lui plaire, et après plusieurs heures de recherche, elle voit une poupée Anne Raggedy. Il s'agit d'une poupée de chiffon à l'image de l'héroïne de l'ouvrage américain Raggedy Ann Story, un ouvrage très populaire aux États-Unis dans les années 20 et où de nombreuses poupées ont été commercialisées. Donna reçoit son cadeau tout émue, remercie sa mère et ramène la poupée chez elle dans un appartement qu'elle partage en colocation avec son amie Angie, toutes deux étudiantes en soins infirmiers. Quelques jours plus tard, Donna se rend compte que la poupée n'est jamais à l'endroit où elle l'a déposée la veille et ne s'y attarde pas car elle se dit que c'est Angie qui a dû la déplacer. Au fil du temps, les déplacements se font de plus en plus souvent et la poupée passe d'une pièce à l'autre pendant l'absence des deux jeunes femmes. Curieuses de la situation, elles font appel à une médium qui leur explique que la poupée est possédée par l'esprit de Annabelle Higgins, une petite fille de 7 ans qui serait morte il y a des années là où leur appartement a été construit. Vous verrez que par la suite, c'est pas ça du tout. Après l'intervention de la médium, Annabelle, qui n'a jamais montré de violence, va commencer à intensifier les phénomènes. Elle déplace soudainement des objets dans la pièce et les fait tomber lourdement au sol. Des petits mots inquiétants apparaissent et on peut même commencer à avoir des taches de sang sur la poupée. Lou, le petit ami d'Angie, est sûr que la poupée est possédée et insiste pour qu'elle s'en débarrasse. Ce que vous imaginez bien qui ne va pas plaire à Annabelle, qui tente une nuit pendant son sommeil de l'étouffer et qui lui fera une marque de griffure sur le torse. Là, on parle d'une poupée de chiffon qui griffe des gens. Après cet épisode où Lou s'est fait griffer, les filles vont contacter un prêtre qui va leur dire de contacter le couple Warren. Ed et Lorraine vont dire aux filles qu'il n'y a jamais eu d'Annabelle Higgins et que c'est une entité démoniaque qui habite la poupée. Entité que Donna et Angie ont autorisé à interagir avec elle suite à la séance avec la médium. Le couple Warren vont alors bénir les lieux et emporter avec eux la poupée Annabelle. Et après on connaît la suite. Petite histoire, mais pas des moins intéressantes. Au début du 19e siècle, des fouilles sont faites sur des ruines historiques romaines de Ligny dans le Gloucestershire. Sur le site, les archéologues découvrent 2 tablettes de malédiction qui racontent comment l'anneau s'est retrouvé maudit. Au 4e siècle de notre ère, un Romain du nom de Silvianus se rend dans un temple celte dédié à Nodens, le dieu de la guérison. Le temple est situé sur les hauteurs du fleuve Severn, bordant Ligny. Alors que Silvianus se baigne dans les thermes du temple, il se fait voler sa bague en or. Il est convaincu que le vol a été commis par un certain Sénitianus, et offre alors la moitié de la valeur de la bague au dieu Nodens en échange de compromettre la santé du coupable. Les années passent, mais la Silvianus ne retrouvera jamais sa bague de son vivant. En 1785, la bague sera retrouvée dans un champ qui venait de se faire labourer, proche de la cité romaine de Caleva à Trepatum, aujourd'hui appelée Stychester, à environ 160 km à l'est de Ligny. C'est une bague qui se porte au pouce, sur laquelle est gravé Sinitian Vivas in Deo, Sinitianus vit en Dieu. Cela signifie que effectivement Sinitianus serait bel et bien le voleur de la bague. Mais sachez quelque chose, c'est que porter la bague amène malheur et malchance à celui ou celle qui la porte. Mais vous pouvez désormais l'admirer dans le manoir de The Vine, à Benchock dans l'Hampshire. Cette histoire aurait inspiré John Ronald Reuel Tolkien dans l'écriture du Hobbit en 1937. Ce tableau a été créé en 1972 par l'artiste Bill Stoneham et représente un jeune garçon avec une poupée, tous deux devant une porte vitrée avec des mains en arrière de celle-ci. Et selon l'artiste, le garçon est une représentation de lui-même à l'âge de 5 ans. La porte, quant à elle, représente une démarcation entre le monde éveillé et le monde des rêves et des possibilités. Quant à la poupée, elle serait un guide pour escorter le garçon à travers ces mondes. Les mains en arrière-plan représentent des vies ou des possibilités alternatives. Et là, vous vous posez sûrement la question, qu'est-ce qui fait que ce tableau est maudit? On va y venir. Déjà, sachez que le tableau est devenu une légende urbaine et un mème en février 2000, après qu'il ait été mis en vente sur eBay, avec une description qui laissait entendre que le tableau était hanté. Et personnellement, je ne sais pas vous,
mais son atmosphère ne me donne vraiment pas envie de l'avoir accroché chez moi. Peu de temps après, toujours en 1972, il fut exposé à la Fan Garden Gallery de Beverly Hills en Californie, où il fut examiné par le critique d'art Henry Seldis, et lors de cette exposition, le tableau fut acheté par John Marley, acteur connu pour son rôle de Jack Waltz dans le film Le Parrain en 1972. Quelques années après que Marley eut acheté le tableau, Henry Seldis, qui avait passé en revue la pièce, décède. Il se dit aussi que le propriétaire de la galerie d'art où le tableau fut exposé était également décédé. Là, personnellement, je ne vois rien d'alarmant, surtout si les personnes étaient âgées, c'est le cours de la vie, c'est normal. Mais plusieurs années après la mort de John Marley, soit en 2000, le tableau refait son apparition et comme je vous ai dit plus tôt, sur le site d'eBay avec cette description. Lorsque nous avons reçu ce tableau, nous pensions que c'était vraiment une bonne œuvre d'art. Un ramasseur l'avait trouvé abandonné derrière une ancienne brasserie, et à l'époque, nous nous demandions un peu pourquoi jeter un tableau qui était en parfait état. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Un matin, notre fille de 4 ans et demi a prétendu que les enfants sur la photo se battaient et entraient dans la pièce pendant la nuit. Je ne crois pas aux ovnis ou que Elvis soit vivant, mais mon mari était alarmé devant mon amusement et a installé une caméra avec un détecteur de mouvement pour plusieurs nuits. Et après 3 nuits, il y avait des photos. Les 2 dernières photos montraient le garçon sortir du tableau sous menace. Nous avons décidé que le tableau devait partir. Veuillez juger par vous-même. Avant de le faire, veuillez lire l'avertissement et la clause de non-responsabilité suivante. Avertissement. Ne placez pas d'enchères sur cette peinture. Si vous êtes susceptible de maladies liées au stress, si vous avez le cœur fragile ou si vous n'êtes pas familier avec les événements surnaturels. En enchérissant sur cette peinture, vous acceptez de déléguer les propriétaires de toute responsabilité en relation avec la vente ou tout événement survenant après la vente, qui pourrait être attribué à cette peinture. Cette peinture peut ou ne peut pas posséder des pouvoirs surnaturels qui pourraient affecter le cours de votre vie. Cependant, vous acceptez d'enrichir exclusivement sur la valeur de l'œuvre sans tenir compte des 2 dernières photos présentées dans cette vente aux enchères et de dégager les propriétaires de toute responsabilité les concernant et de l'impact de leurs dires explicites ou implicites. Maintenant que nous avons réglé cela, une question pour vous, e-buyer. Nous voulons que notre maison soit bénie après le départ de la peinture. Quelqu'un sait-il qui est qualifié pour le faire? Ben, un prêtre. Comme vous l'avez compris, il devrait y avoir 2 photos avec cette annonce qui prouvent leur dire. Mais malheureusement, je n'ai rien trouvé. Bref, on continue. Ok guys, qui a 350 millions de dollars à perdre pour qu'il lui arrive que des emmerdes. Malgré son bleu profond, son collier en platine serti de diamants et sa taille de plus de 2 cm, le diamant Hop ou le diamant de l'espoir est juste une source d'ennui pour son propriétaire. Vous allez comprendre. Jean-Baptiste Tavernier fait l'acquisition d'un diamant brut de 112 carats, d'un bleu profond au reflet violet, provenant probablement, oui probablement car même les historiens ne sont pas sûrs de sa provenance, de la mine de Coulomb à Golconda en Inde. C'est en 1668 que le roi Louis XIV sera séduit par le diamant et lui achètera ainsi que d'autres pierres précieuses. Le joaillier officiel de la couronne retaillera la pierre pour lui donner la forme que l'on connaît aujourd'hui. Il sera d'ailleurs rebaptisé diamant bleu de la couronne ou bleu de France. Par la suite, en 1749, le roi Louis XV, qui a été intronisé à l'ordre chevaleresque de la Toison d'Or, demandera au bijoutier de la cour André Jacquemin de monter le diamant sur la toison. On continue l'histoire et on avance dans le temps avec Louis XVI et Marie-Antoinette qui finissent par hériter du diamant. C'est là aussi que je note la première malédiction avec la Révolution française. Pourquoi on parle de malédiction à ce moment-là? Car ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a une légende qui traîne sur le diamant, comme quoi il aurait été volé sur la statue de la déesse Sita et que le voleur serait mort d'un éclair qui l'aurait foudroyé, mais encore une fois, ça reste qu'une légende. Toutefois, vous connaissez la suite et le sort réservé à Louis XVI et Marie-Antoinette. Les bijoux de la couronne, pour certains, furent confisqués, et en ce qui concerne le diamant bleu de France, il fut volé en 1792. Coïncidence ou pas, 48 heures après la prescription légale du vol en France, qui était à l'époque de 20 ans, le diamant va réapparaître en 1812. Et il se dit qu'il était en possession du marchand de diamants londonien Daniel Ellison. Le roi George IV du Royaume-Uni en fera l'acquisition, qu'il gardera jusqu'à sa mort en 1830. Par la suite, il sera vendu pour combler ses énormes dettes. En 1839, un riche collectionneur de pierres précieuses, Henri-Philippe Hop, en fera l'acquisition et lui donnera son nom. Donc voilà pourquoi on le connaît aujourd'hui sous le nom de Diamant Hop. Bref, rien ne dit comment et par qui il a obtenu le diamant. Toutefois, il restera de nombreuses années dans la famille, mais sera vendu en 1901 par le petit-fils du neveu de Henri-Philippe, Lord Francis Hop, pour couvrir ses dettes. Le diamant passe de main en main, de Londres à New York, avant de revenir sur Paris en 1909, où il sera vendu au célèbre joaillier Pierre Cartier. En 1911, Ned McLean achètera le diamant Hop à Cartier pour 180 000 $, ce qui représente de nos jours un petit 5 millions. Des broutilles, je vous dis. Evelyn Walsh McLean, la femme de Ned, était fascinée par la malédiction du diamant, mais sans
sans y prêter vraiment attention. Il se dit qu'elle le portait en tout temps, même pour aller nager, et que pour choquer ses invités, elle le mettait autour du cou de son chien. Ça fait cher le collier. Il sera vendu après son décès en 1947 à Henry Winston Inc., qui achètera toute la collection de bijoux de Evelyn Walsh McLean. Le 10 novembre 1958, Henry Winston Inc. fera don du diamant Hope à la Smithsonian Institution, qui est devenue depuis sa principale attraction. Connaissez-vous Robert Eugène Otto? Nous sommes à Key West en Floride au début des années 1900, dans une maison de style victorien, et l'histoire commencerait après qu'un serviteur de la famille offrit une poupée à Robert, à qui le petit garçon lui attribuera le même prénom que lui. Gene, comme il était surnommé, se prend d'amitié pour sa poupée, et on ne les voit jamais l'un sans l'autre. Il avait d'ailleurs de longues conversations avec Robert, qui n'inquiétait pas vraiment ses parents, du moins au début, mais il trouvait étrange que leur fils change de voix en imitant celle d'un adulte pour faire les réponses de Robert. Plusieurs faits vont alerter la famille, surtout quand un soir ils vont entendre du vacarme venant de la chambre de Gene. Quand ils ouvrent la porte, ils trouvent la chambre sans dessus-dessous, avec des meubles au sol, et Gene tapit dans un coin en disant que le responsable était Robert. Je ne l'ai pas fait, Robert l'a fait. Des voisins déclarent avoir vu la poupée regarder plusieurs fois par jour par la fenêtre de la chambre, alors que la maison était vide, et d'autres bizarreries du genre. Les parents qui commençaient à sentir un changement d'humeur de leur fils prirent la décision d'enfermer la poupée au grenier. Quelques années plus tard, après le décès de ses parents, Gene, qui est devenu un adulte, se marie à une femme nommée Anna et décide de repartir vivre dans la maison de son enfance qu'il a eu en héritage. Comment vous dire que Gene va nous en faire une belle de conneries? Il fit descendre Robert de son grenier et lui installa une chambre rien que pour lui. Ouais, ouais. Rien que pour sa poupée. Des enfants vont s'arrêter souvent devant la maison en pointant la fenêtre de la chambre où on pouvait apercevoir la poupée regarder la rue à travers celle-ci. Il se dit qu'un plombier qui faisait des travaux dans la chambre de la poupée a fui la maison complètement terrorisé en laissant tous ses outils derrière lui. Il affirmera plus tard que la poupée avait bougé à plusieurs reprises et dira aussi avoir entendu des voix et des rires démoniaques sortir de la poupée. Un peu normal si elle est possédée. Je vous fais un petit update rapide parce que j'avais oublié de le noter. Anne, qui se sentait mal à l'aise avec Robert dans la maison, a demandé à Gene qu'il la remette dans le grenier, ce qu'il a fait bien évidemment. Par la suite, à la mort de Gene en 1974, la maison a été vendue et on continue l'histoire. Mittal Ritter achètera la maison Otto en 1974 avec la poupée toujours enfermée au grenier. Plus tard, elle déménagera et prendra Robert avec elle et c'est en 1994 qu'elle fera don de la poupée Robert au musée Fort East Martello en affirmant qu'elle est hantée. La suite est que si vous visitez la poupée Robert, demandez-lui si vous pouvez le prendre en photo avant. D'ailleurs, vous pouvez remarquer autour de lui plein de lettres d'excuses pour avoir pris une photo à son insu. Vous voyez ce beau miroir? Selon des coutumes et des croyances anciennes, il faut le recouvrir après un décès pour ne pas que les âmes des défunts s'y réfugient à l'intérieur. Pourtant, c'est ce qui va se passer. Un oubli. Une femme qui se prénomme Chloé travaille comme servante à la plantation Myrtles, qui est détenue par Clark Woodruff et sa femme Sarah Matilda Bradford Woodruff. Selon l'histoire numéro 1, parce que oui, il y a deux versions, Clark Woodruff voulait que Chloé devienne sa maîtresse, et vu qu'elle va refuser ses avances, il va lui faire trancher l'oreille pour son refus. Dans la deuxième version, il se dit que Chloé était la maîtresse de Clark, et que par la suite il serait lassé d'elle et aurait choisi notre fille. Elle était sûre d'être envoyée dans les champs, et commença à espionner les conversations privées de ses maîtres. Un jour, Clark l'attrapa en train d'écouter à la porte, et il ordonna qu'on lui tranche l'oreille pour lui donner une leçon. Chloé mit un turban vert autour de sa tête pour masquer sa cicatrice. Chloé par la suite décide de se venger en préparant un gâteau dans le but d'empoisonner son maître. Le problème c'est que Clark va refuser d'en manger, mais pas Sarah et les deux filles. Une autre version raconte qu'elle s'est portée volontaire pour faire le gâteau d'anniversaire de l'une des filles Woodruff, qu'elle empoisonna juste pour les rendre malades et les soigner par la suite pour ne pas être envoyée au champ. Mais elle aurait mal dosé le poison et les filles et Sarah Woodruff sont mortes en mangeant le gâteau. Et c'est à ce moment-là qu'on a oublié de recouvrir le miroir. De nos jours, les gens rapportent que l'on peut voir des empreintes de mains d'enfants sur le miroir et que même après avoir été nettoyées, elles réapparaissent. On peut y voir aussi, si on reste assez longtemps, des personnes avec des vêtements de l'époque. En ce qui concerne Chloé, elle aurait été pendue sur un arbre de la propriété, puis son corps aurait été jeté dans le Mississippi. Si on regarde l'acte de décès de Clark, on voit que Sarah et une de ses filles sont mortes la même année. Donc, il est possible que cette histoire soit vraie, mais après laquelle, telle est la question. Je n'ai pas trouvé plus d'informations sur Chloé. A-t-elle vraiment existé? La question reste en suspens. Toutefois, la plantation Myrtle serait l'un des lieux les plus hantés des États-Unis. Je vous le dis comme ça, mais la prochaine fois que vous achetez un objet ancien, soyez curieux sur son histoire, ça peut peut-être vous éviter pas mal de problèmes et de soucis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, en espérant qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous pour le commentaire, le like, le partage et l'abonnement si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à une prochaine vidéo. Ah oui, des bisous.